Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, mais pas que. Bien content de vous retrouver après l'extinction des feux la semaine dernière, tombé malade juste avant d'enregistrer, c'est devenu de plus en plus compliqué, donc j'ai fait un épisode spécial top 100 assez court. Ne vous inquiétez pas, le top 100 va revenir très rapidement. Comme j'ai dit, on fait l'alternance entre bien sûr un épisode top 100 et un épisode d'actu. Aujourd'hui, c'est donc de l'actu. On va parler de pas mal de choses. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur vos plateformes d'écoute préférées, ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux en général, peut-être pas tous, mais les principaux. Et j'ai envie de dire qu'on peut commencer sans plus tarder. C'est parti. Comme je vous l'ai dit récemment, le mois de mai est un mois décisif, bien sûr, dans les sports de printemps. C'est le cas du baseball où la saison régulière touche à sa fin. À l'heure où j'enregistre, il ne reste plus que 2 semaines de saison régulière. Puis ensuite, on aura le tournoi des conférences. Et enfin, on aura le Selection Sunday qui va donc sélectionner les 64 équipes. Je le rappelle, une trentaine d'équipes vont être sélectionnées automatiquement par le biais de leur conférence en étant championnes de leur tournoi de conférence. Puis l'autre trentaine d'équipes va être en fait sélectionnée at large en fonction de pas mal de choses, les métriques dont j'ai parlé comme le RPI. D'ailleurs, apparemment, au passage, j'ai écouté un podcast où ils expliquaient que normalement cette année, dès cette année, peut-être pas de manière vraiment très impactante, mais ils vont commencer à utiliser les autres métriques. C'est-à-dire que j'avais introduit il y a une saison de cela, ou peut-être deux quasiment, l'idée que le RPI allait peut-être être remplacé, ou en tout cas être pondéré par d'autres métriques, le KPI ou KPI et le DSR ou DSR. Et donc cette saison, c'est la première saison où ils vont également regarder ces autres métriques. Ce qui est très intéressant puisqu'on voit par exemple certaines facs qui ont par exemple, j'ai un truc bête, mais qui peuvent avoir un DSR qui leur met en position par exemple, je sais pas moi, 30 dans le pays, ce qui est pas mal, avec un RPI qui les met au niveau de la position 90 au niveau du pays. Et comme je vous l'avais dit il y a 2 épisodes de cela, un RPI de 90, si vous essayez d'avoir un bid at large, c'est mort. Par contre, s'ils pondèrent par ces autres métriques et qu'ils voient par exemple au niveau médian, on va pas faire des maths, mais au niveau médian que ça peut être un peu plus pondéré et donc un peu plus relativisé, ça pourrait en fait permettre à certaines équipes qui d'habitude auraient été éliminées avec un tel RPI d'être au moins considérées pour le Selection Sunday. Mais le mois de mai, c'est aussi un mois très important pour le softball. Le softball, je le rappelle, commence toujours 1 semaine à 2 semaines avant la saison de baseball. Et il faut le savoir, le softball prend de plus en plus d'espace médiatique, d'espace en termes d'audience. Pourquoi ? Puisque c'est un modèle déjà qui en termes de temps, de temps de consommation est beaucoup plus court en moyenne. Je le rappelle, c'est 7 manches. D'ailleurs, même au niveau du terrain, le terrain est dimensionné de manière plus petite, 60 mètres, 60 yards. Bref, vous vérifierez, mais 60 mètres ou 60 yards, je sais pas, c'est ni 60 mètres ni 60 yards, ça doit être 60 feet. Ouh là 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 là, ça va plus. Mais en gros, la distance, je pense que c'est 60 feet. Je suis perdu. Vous allez me corriger, mais en tout cas, la distance au baseball, c'est quoi ? C'est 90 feet. Bah là, c'est 60 feet. Donc d'une base à une autre. Forcément, ça raccourcit les distances. Pareil, entre le monticule, bon là, c'est pas un monticule, on dit in the circle, donc c'est un cercle en fait. Il n'y a pas de petit monticule. Mais la distance est également plus courte. Et donc ça dynamise le jeu, ça raccourcit bien sûr les distances et donc ça fait que c'est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus spectaculaire et le public raffole de la NCAA softball. D'ailleurs, je regardais quelques statistiques, je sais, comme souvent avec moi c'est un peu décousu, mais je regardais un peu en termes d'audience, je sais que j'ai vu récemment qu'il y avait eu un record à la télé sur ESPN en termes d'audience. Il y a eu 700 000 téléspectateurs sur un match de saison régulière.
c'est un nombre atteint qui est en hausse. Alors si je me rappelle bien, la hausse, on explique que c'était une hausse de 96% par rapport à l'année dernière sur la même période. À titre de comparaison, certains matchs de NHL, par exemple de hockey, ou même de MLB, peuvent ponctuellement avoir des audiences inférieures à cette audience, à ce pic d'audience qu'on a vu. Alors, souvent ça veut tout et rien dire, mais ça apporte aussi, voilà, euh, cette discussion autour de l'attrait. Hein. C'est pas un attrait si nouveau que ça, le softball, mais il y a eu une sorte de rebond hein, dans ces années 2020 sur le softball. Et quand on sait qu'il y a la fameuse AUSL introduite la saison dernière qui revient sur une mouture 2 après une première mouture très intéressante, très encourageante, il y a moyen qu'on entende de plus en plus parler de softball. Et c'est pas pour me déplaire parce que c'est vraiment très intéressant sur ce qui se passe notamment cette saison. Donc voilà. Vous avez compris, j'ai commencé à parler de softball, c'est que on va commencer vraiment à parler de softball. Déjà, le softball, ce n'est plus un sport de niche. Avec ces fameuses audiences hein, qui talonnent hein, des sports pro hein, dont je viens de parler, et puis cette ligue, la AUSL, qui cette saison, hein, pour une seconde saison, comme je l'ai dit, va vraiment s'installer dans des villes. Les villes vont être entre guillemets franchisées. L'année dernière, c'était plus comme un tour. C'est-à-dire que vous aviez 4. Oh là là, je ne sais plus rien. Mais vous aviez, vous aviez quelques franchises, hein, 4 ou 6 franchises, je ne me rappelle plus de tête. Mais en fait, c'était des franchises qui n'avaient pas un lieu dit, qui n'avaient pas une ville affiliée. C'est-à-dire qu'elles se baladaient. Il y avait par exemple des matchs, on va dire une bêtise, des matchs à Oklahoma City, puis après des matchs dans le Texas, puis après des matchs un peu plus dans le Midwest en hauteur, par exemple à Chicago, on va dire. Il n'y avait pas une ville, une franchise. Là, cette saison, ce n'est plus le cas. On va vraiment avoir un écosystème professionnel, dans le sens où on va avoir une franchise affiliée à une ville spécifique. Donc tout ça apporte un élan. Hein. On va voir si cet élan va vraiment se confirmer. À titre aussi à noter en tout cas l'affluence dans les stades. On a vu que l'année dernière, certains programmes arrivaient à fidéliser plus de 2000 spectateurs en moyenne par match. Hein. Je pense notamment à Oklahoma, je pense à Texas A&M. La finale de l'année dernière qui était sur ABC avait attiré 2,2 millions de téléspectateurs. Donc faut se rendre compte en fait de l'émulation. Et surtout, comme j'ai dit, juste en termes de niveau sportif, on se retrouve vraiment avec des choses et avec des joueuses assez incroyables, avec des records assez incroyables. Et on va en reparler un peu plus tard. Mais du coup, hein, je profite de cette fenêtre pour parler un peu plus du softball, notamment de cette saison. À l'heure actuelle, à l'heure où je parle, je peux vous donner le ranking, hein, le top 25, puisqu'à l'heure où je parle, la saison régulière est terminée. Et aujourd'hui, on est le 6 mai, et le 6 mai, pour pas mal de conférences, c'est le début du tournoi de conférences. Notamment les conférences principales hein, commencent leur tournoi de conférences aujourd'hui, tout simplement. Donc si je vais regarder les rankings, Oklahoma est en tête, avec notamment un bilan de 48 victoires et 7 défaites au niveau global. Je pense d'ailleurs qu'ils ont gagné la SEC en termes de saison régulière. Je peux vérifier ça très rapidement pour vous. Tac, tac, tac. C'est bien le cas. Ils ont terminé avec 20 victoires, 4 défaites. Un match hein, d'avance sur Alabama qui termine en 19-5. Florida est en 17-7, Texas en 16-8, voilà, ça a été très intéressant. Tennessee aussi en 16-8, Texas A&M en 16-8, voilà. Très grosse conférence comme souvent, et une conférence qui donne le là et le ton hein, sur l'aspect national en termes d'excellence, on va dire. On a donc Oklahoma tout en haut, on a Nebraska, Big Ten, la fac notamment de Jordy Ball. D'ailleurs c'est plus... Enfin bref, Jordy Ball, je vais pas rentrer dans les détails. Nebraska et tout en haut de la Big Ten, terminant en 43-6 au global. Alabama, qui a vraiment fait une très grosse saison, et je viens d'en parler, hein, termine deuxième de la SEC et troisième de ce classement. Puis ensuite, on a notre premier représentant de Big 12 en l'équipe de Texas Tech, et notamment une fameuse
pitcheuse dont on va reparler dans quelques instants. On en a parlé assez souvent quand même, hein. Enfin assez souvent. Chaque année j'en ai au moins parlé une fois de cette pitcheuse. Arkansas, Texas, Tennessee, UCLA bien sûr, Florida State, Oregon, Duke, Texas A&M, on viendra parler, Georgia, Oklahoma State en Big 12, Virginia Tech, Stanford, LSU, Mississippi State, Arizona, Clemson, UCF, etc. etc. Toutes ces équipes-là font partie des meilleures équipes de la nation en termes de ranking, sont maintenant dans une semaine décisive pour pourquoi pas ajouter à leur palmarès un titre de champion de leur conférence via le tournoi de conférence. Et surtout, ça nous rapproche bien sûr de la sélection pour le tournoi national. Je rappelle qu'en softball, le tournoi national commence fin mai. Dès la fin du mois de mai, on commence. Dès la troisième semaine de mai, je dirais, on commence. Et les College World Series de softball, c'est à cheval sur la dernière semaine de mai et la première semaine de juin, quelque chose comme ça. Donc tout ça pour dire que tout ça va arriver très très vite. Et pour moi, c'était très intéressant d'en parler assez rapidement. Pourquoi ? Puisque cette semaine, alors est-ce que c'était cette semaine ? Oui, c'était cette semaine, hein, je suis pas fou. On a eu aussi la draft de la AUSL, cette fameuse ligue dont je viens de parler, notamment avec Kim Ng, mais c'est pas la seule, hein, parmi les têtes de gondole de ce projet. Maintenant, l'idée est à la stabilisation de ce projet, à mettre vraiment en place une structure qui va plaire, puisqu'ils ont besoin bien sûr de l'engagement des fans, hein, c'est la condition sine qua non pour pouvoir continuer à nous proposer cette ligue, tout simplement. Mais l'année dernière, encore une fois, ça a été très positif, et cette année, on a vu la draft avec ces fameux golden tickets, et cette draft a bien sûr été, comment je peux dire ça, highlightée, hein, voilà, mise en lumière par quelques grosses joueuses qui vont rejoindre, hein, cette ligue. Je pense bien sûr, hein, à Carolyn Pickens, qui a été donc draftée en numéro 1 par les Carolina Blaze. Carolyn Pickens, c'est peut-être la lanceuse la plus puissante, c'est celle qui a la balle la plus rapide, hein. Je pense qu'elle a marqué l'histoire, si j'ai pas de bêtises, j'avais noté quelque chose comme ça, je vais juste revérifier dans mes notes. Elle a marqué l'histoire en lançant à 79,4 miles par heure cette saison, c'était contre Nebraska. Elle a un IRA de 1,17. Elle finit avec 784 strikeouts en saison régulière et la moyenne adverse, hein, à la batte c'est .163. Vraiment, si vous cherchez une pitcheuse, alors à la balle nerveuse, hein, c'est pas elle qui est nerveuse, mais à la balle nerveuse, un côté, vous voulez retrouver un peu l'équivalent des gros lanceurs à triple digits en baseball, vous la regardez elle. Et donc elle a été draftée tout en haut. Et en plus de ça, elle est originaire de Caroline, du Nord, hein, Carolyn Pickens. Donc cette draft a vraiment un aspect plus que, je vais dire, historique, entre guillemets, puisque ça va aussi la ramener sur ses terres, entre guillemets, et ça a une importance particulière au niveau d'appartenance. En deuxième position, on a eu bien sûr Nigeri Kennedy, j'en ai déjà parlé souvent, l'ancienne pitcher star de Stanford qui est ensuite transférée du côté de Texas Tech. On sait notamment que ses droits à l'image ont explosé et elle perçoit des émoluments mérités assez importants du côté de Texas Tech. Elle a donc été draftée en deuxième position par les Texas Volts. Alors, je pense que... allez, je peux quand même la représenter, mais c'est une pitcheuse qui a mis en place des records en carrière assez incroyables. Par exemple, il faut le savoir, cette saison, elle est sur un IRA de 0,95. C'est la seule lanceuse active avec plus de 1000 strikeouts en carrière. Donc au niveau softball universitaire. Vous allez peut-être sûrement m'entendre dire baseball ou de softball, mais c'est bien du softball dont on parle. C'est une fille qui, dès ses premiers passages en freshman à Stanford, a vraiment impressionné. Quand on parle softball, surtout sur ces 2-3 dernières saisons, on parle d'elle en fait. C'est un peu le, entre guillemets, l'égérie, c'est pas la seule, mais c'est un peu l'égérie du softball actuel par rapport à ce qu'elle est capable de faire dans le cercle. On peut aussi voir des joueurs qui ont été draftés
au niveau de cette draft AUSL, plutôt du côté des frappeuses rapidement, on peut en annoncer certaines. Je pense à Kendall Wells. Alors Kendall Wells, je ne pense pas qu'elle est draftée pour le coup, mais je l'avais noté pourquoi, parce qu'elle a réussi à frapper 34 home runs. C'est du jamais vu, hein. Enfin c'est du rarement vu en tout cas. Il y a Megan Grant qui pour le coup elle a été draftée par Portland en numéro 4, qui a une moyenne à la batte de .487 et c'est la leader nationale en termes de points produits avec 65. Une autre fille peut-être draftée, je cherche, Jordan Woolry, je suis bête, UCLA bien entendu, UCLA comme souvent parmi les pontes. Sa moyenne à la batte c'est .529, elle a un OPS de 1.286, elle a été draftée en position numéro 6 du côté d'Utah. Si on veut parler de joueuses qui ont des stats impressionnantes, alors elle n'est pas draftée, hein, mais Isa Torres du côté de Florida State, c'est la meilleure moyenne à la batte du pays avec .589. Oui. C'est-à-dire que vous la voyez en at-bat, vous savez que plus d'une fois sur deux, elle va frapper. Voilà. Hein, elle va frapper un coup sûr. Il y a une joueuse dont je voulais parler avant de finir. Peut-être c'est pas la seule joueuse, mais la joueuse que je ne veux surtout pas oublier, c'est Maya Johnson. Alors, Maya Johnson, pourquoi je veux en parler très rapidement. Tout d'abord, c'est une fille qui a été... qui a marqué l'histoire dans le sens où elle est d'abord... C'est pas en fait... comment je peux dire ça? J'essaie de trouver mes mots. Mais en fait, elle ne passe pas par le circuit normal. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vient d'une grosse fac. C'est une fille qui, à la base, voilà, elle vient du côté mid-majors. En tant que mid-majors, enfin en tant que membre des mid-majors, elle est à Belmont de mémoire. Elle a réussi des choses quasiment incroyables. Cette saison, par exemple, en termes d'IRA, c'est 0,72, 184 manches lancées, 344 strikeouts réussis. C'est vraiment de la domination à l'état pur. Alors bien sûr, hein, si on veut toujours un peu chipoter, forcément, elle est en Missouri Valley, hein, conférence du coup, puisqu'elle est en mid-major. Forcément, les gens, quand ils vont comparer par exemple une Nyjah Kennedy à Maya Johnson, ils vont forcément trouver l'argument de « Ah, le truc c'est que, voilà, elle joue dans une conférence bien moindre, parce que c'est mid-majors. Mais il faut le savoir, 0,72 IRA, c'est quand même 0,72 IRA, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est surtout quelqu'un qui a montré de la constance, qui est très difficile à lire en termes de type de pitch qu'elle utilise. Et elle n'a pas joué que contre des petites équipes. Elle a joué notamment contre Tennessee en mars, si je me rappelle bien, et contre Tennessee en mars, elle avait quand même réussi à provoquer 11 strikeouts. Voilà, je cherchais le truc. Face à Georgia, une autre grosse fac, 12 strikeouts. Un seul but sur balle, un seul point mérité, concédé. Voilà. Donc si on veut vraiment regarder les stats, on va voir qu'elle a dominé quelles que soient les équipes. Parce qu'il y a, bien sûr, je le rappelle, hein, c'est un peu comme en baseball, il y a le calendrier de votre conférence, il y a le calendrier qu'on appelle hors conférence. Et hors conférence, elle n'a pas rencontré que des petites équipes, entre guillemets. Bien au contraire. C'est surtout une fille qui, voilà, à l'instar du baseball, montre un peu que tous les chemins peuvent mener à Rome, mais pas de la même façon. Voilà, elle a pris un chemin détourné, puisque avant d'arriver à Belmont, c'est ça dont je voulais parler à la base, en fait, c'est pour ça que j'essaie de trouver mes mots, mais elle était à l'université de Pitt. Pitt en ACC, mais elle a redshirt là-bas. Et donc elle a transféré directement dans une major, où on aurait pu dire, ah bah c'est un frein à sa carrière. Au contraire, le fait qu'elle ait trouvé le moyen de se faire remarquer en étant dans une petite fac, entre guillemets, montre toute l'étendue de ses talents, et enfin de son talent, et le fait qu'elle se drafte en 3e position, c'est quelque part une belle vitrine pour le softball en général, pour les mid-majors d'autant plus, et pour elle de pouvoir prouver également que tous ces détracteurs qui vont dire que voilà, elle a fait tous ces chiffres-là juste parce qu'elle était dans une mid-major, n'ont peut-être pas raison. En tout cas, voilà, j'ai fait, comme j'ai pu d'ailleurs, j'ai pas dit où elle est draftée, parce qu'elle est draftée de côté de Oklahoma City, OKC Spark. Voilà ce que je voulais dire par rapport au softball.
Je peux vous donner quand même les 6 franchises de la AUSL. On aura donc Carolina Blaze du côté de Durham, en Caroline du Nord. Durham, pour ceux qui sont un peu connaisseurs, il y a non seulement une ligue mineure là-bas, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a un film associé à ça, notamment avec Kevin Costner. La deuxième franchise, Chicago Bandits, ça sera du côté de Rosemont, Illinois. Euh, et les Bandits, il y a un aspect historique au niveau du nom. Oklahoma City va avoir sa propre franchise puisqu'on aura Oklahoma City Spark. Portland Cascade, ça sera donc la franchise de l'Oregon, et donc on va dire l'une des franchises de l'Ouest. Il y en a 2 pour moi. Il y a donc Portland Cascade et ensuite on a Utah, les Talons. Donc les Talons existaient déjà en tant que franchise l'année dernière, mais maintenant ils sont affiliés à Salt Lake City, donc à Utah. Et il y en a une que je n'ai pas citée, c'est Texas Volts, bien sûr l'équipe qui va récupérer Nyjah Kennedy du côté de Round Rock. Et ça a aussi un aspect important, puisque j'ai rappelé que Nyjah elle a transféré du côté de Texas Tech, donc du côté de Lubbock, Texas, donc c'est important que certains noms soient associés à certains states. Je pense qu'il y a aussi un aspect, je ne vais pas rentrer en mode complotiste, pas du tout, mais je pense qu'il y a un aspect aussi un peu marketing, bien sûr, pour encore plus délivrer le produit de manière à ce qu'il apporte de l'enthousiasme, pardon, au niveau de l'audience, au niveau national, mais au niveau bien sûr state. Parce que ce qui est important, c'est de montrer qu'on est capable d'avoir aussi de l'influence dans les stades et donc que les États où on aura des franchises puissent avoir une influence particulière et importante. Bon, j'espère malgré les petits atermoiements, parce que comme je l'ai dit, là on a parlé de softball, et le softball j'adore le suivre, attention, mais je ne le suis pas de manière aussi on va dire, la granularité de mon attention n'est pas aussi forte qu'au niveau du baseball universitaire, c'est-à-dire que voilà, je peux avoir des petits oublis, des petits trucs dont je me rappelle pas, des petites hésitations, mais j'espère au moins avoir été le plus complet possible sur cet aspect-là, et je voulais vraiment en parler, puisque pour moi on est vraiment sur potentiellement l'apogée de ce qu'on peut faire au niveau du softball, et les AUSL Season 2 va être vraiment une jauge. J'espère que ça va continuer à marcher. On aura en plus du beau monde, des grosses performeuses en tant que joueuses dans les différents effectifs qu'on aura. Donc j'espère vraiment que la mayonnaise va prendre. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que ESPN a un deal avec eux pour pouvoir retransmettre. Je sais que l'année dernière, il y avait un peu d'ESPN pour retransmettre leur match. Si tel est le cas, il y a moyen, encore une fois, que Disney Plus soit votre salut. Maintenant que j'ai appris que Disney+, notamment pour ceux qui sont au niveau de la France, propose des matchs a priori. Donc voilà. On peut refermer le volet softball. On va faire une petite pause, transition musicale, voilà, pour couper entre notre partie softball et notre partie baseball. Et on revient sur du baseball assez rapidement. De retour après cette petite pause, alors je vais vous dire la vérité, pour moi c'était une longue pause, puisque j'avais une réunion, on va dire une réunion surprise. Bref, donc pour moi il y a une vraie coupure pour le coup, alors que pour vous c'est que quelques secondes, c'est toujours marrant ce genre de choses. Enfin marrant, pour moi en tout cas. Bref, au lieu de faire un peu ce que je fais d'habitude avec voilà le top 25, voilà les équipes par rapport au top 25, et puis voilà quelques classements, il y a 2-3 news en fait dont je voudrais parler. La toute première en fait, il s'agit du fait que lors du tournoi de SEC, donc la Southeastern Conference, la meilleure conférence du pays encore une fois, ils vont mettre en place le ABS system et le challenge system, vous savez, pour les balls et strikes, comme on voit en MLB, lors de ce tournoi en fait. Donc, je le rappelle rapidement, ce système-là va donc permettre à chaque équipe de challenger un call d'un umpire, par exemple s'il dit un strike ou une ball, en fonction de, voilà, vous imaginez bien du contexte et dans quel camp vous êtes, vous allez avoir le droit à un certain nombre de challenges via le Automated Ball Tracking System, et donc en fonction bien sûr, si le challenge est successful,
vous gardez le nombre de challenges que vous avez. Si le call de base est confirmé, vous perdez le challenge. Voilà, je pense que vous connaissez déjà un peu, ça a commencé déjà en MLB. Au niveau donc, qu'est-ce que je voulais dire, au niveau du college baseball, par contre, là pour le coup, c'est vraiment une première, surtout à assez grosse échelle, parce que là on parle quand même du tournoi qui va indiquer quelle équipe SEC va pouvoir se qualifier directement pour le tournoi national. Donc ce n'est pas rien et qui va aussi inscrire son nom au palmarès des vainqueurs du tournoi de cette conférence. Donc c'est sur une période assez courte, parce que je rappelle, les tournois de conférence, ça se passe à peu près en une semaine, c'est assez rapide. Donc on va voir un peu comment ça se passe, mais je voulais parler de cette news très rapidement parce que je trouve que c'était quand même intéressant de voir que même à l'échelon amateur et donc baseball universitaire, on allait implémenter ce genre de choses. L'autre news dont je voulais parler, c'est en fait surtout un rappel. C'est pas exactement une news, mais comme je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit je vais rappeler un peu le tournoi national, un peu son fonctionnement. Je l'ai déjà dit assez souvent, on aura donc 64 équipes. Dans les 64 équipes, on a des bids automatiques, on l'a compris maintenant avec les vainqueurs de conférence, et des bids dits at large, donc des bids des sélections en fait, via des métriques, pour la trentaine d'autres équipes qui n'auront donc pas été championnes de leur conférence. La différence par rapport à précédemment, maintenant, pour les équipes qui vont être sélectionnées, et qui ne font pas partie des équipes hautes, c'est-à-dire des 16 équipes qui vont être, on va dire, sélectionnées en tant que hautes, parce que je le rappelle, quand on fait la sélection des 64 équipes, c'est pas juste sélectionner les équipes, c'est aussi décider quelles vont être les équipes hautes. Donc, quelles sont les équipes qui vont avoir un regional dans leur escarcelle, dans leur stade, tout simplement. De 1 à 16, c'est assez simple. Là, on a les équipes hautes, donc on n'a pas trop besoin de se prendre la tête. Et après, vous savez, c'est un tableau croisé. Par exemple, la poule de la tête de série numéro 1, haute numéro 1, sera en miroir par rapport à la poule de numéro 16. Et après, 2, 15, 3, 14, etc., etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pour les équipes qui sont sélectionnées de la 17e place à la 32e place. Donc, ces équipes-là, elles vont être en fait ensuite réparties en fonction de leur seeding. Donc, plus vous êtes loin, plus vous êtes proche de la position 32, plus vous allez aller au niveau du tournoi le plus relevé, on va dire. Ou en tout cas du regional le plus relevé. Donc, par exemple, les équipes qui vont être 32e, 31e, 30e et 29e, donc les 4 dernières équipes, on va dire, sélectionnées en termes de ranking, de seeding, vont se retrouver au niveau des seeds, donc des équipes hautes, 1 à 4. Donc là, je vous donne un exemple pour être concret. À l'heure actuelle, d'après un peu les projections, on aurait UCLA tête de série. Oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'ensuite, parmi les équipes qui vont être dans son bracket, il y en aura certainement une, enfin il y en aura forcément une qui sera potentiellement la tête de série numéro 32, ou 31, ou 30, ou 29. Voilà. Par exemple, actuellement, Georgia Tech est considéré comme l'équipe numéro 2, donc l'équipe qui serait le deuxième hôte. Georgia Tech aurait également l'une de ces 4 équipes. Je ne sais pas qui est vraiment 3 et 4, bon, on va s'arrêter là, mais je pense que vous avez compris un peu le principe. Et donc forcément, si on remonte après dans ces seedings, on va voir les équipes suivantes dans des regionals un peu plus abordables, etc., jusqu'à se rapprocher des seedings les plus abordables sur le papier. Donc si je continue très rapidement, les équipes 28, 27, 26 et 25 vont donc aller forcément vers les regionals des têtes de série 5 à 8. Puis après 24 à 21 vers 9 à 12, 20 à 17 vers 13 à 16, et comme ça on a en fait notre répartition. Puisqu'ensuite, bien entendu, il y aura les équipes qui ont eu donc les bids automatiques qui vont s'intercaler par rapport à leur rang. Par exemple, forcément on va les ranker. Si vous avez une équipe de mid-major, d'autant plus avec un faible RPI et qui n'était même pas prévu à pareille fête et qui remporte sa conférence via le tournoi de conférence, ça sera très certainement un seed numéro 4 dans son regional. C'est-à-dire l'un des seeds les plus bas au niveau national.
J'espère que c'est assez clair, hein, je voulais en parler parce que je trouve que c'est bien fait d'avoir ce miroir. Maintenant, attention, dans l'histoire du tournoi national, il y a beaucoup de choses à prendre en compte puisque, je le rappelle, on fait toujours attention à l'aspect géographique dans les regionals. On essaie toujours, par exemple, si vous avez euh, une équipe de côte ouest, il y a plus de sens qu'elle soit dans un regional de côte ouest. Et pareil pour l'Est, etc., etc. Donc ils essaient toujours de mettre ça en place, mais ils doivent aussi faire attention parce que deux équipes d'une même conférence ne peuvent pas s'affronter dans un même regional. Donc tout ça fait que forcément vous avez un peu vous savez, comment je peux dire ça, euh, de tweaks. J'ai le mot en anglais, mais vous m'avez compris. En gros, voilà, ils essaient de travailler un peu le truc pour que ça soit le plus homogène possible. Mais forcément, il y aura des déçus, il y aura des gens qui vont devoir voyager, compagnie, compagnie. Donc, voilà. C'était juste un rappel puisqu'il y a cette news de cette façon de recider les équipes sélectionnées par le comité 17 à 32, qui pour moi, pour le coup, fait vraiment sens. Ça me paraît logique et ça semble aussi permettre d'avoir une certaine comment je peux dire ça, un certain sens vis-à-vis des performances et de ce qu'on voit en termes de performance. Si vous mettez une équipe sélectionnée en 32e position, bah, sur le papier, ça veut dire que vous considérez qu'elle est plus faible que l'équipe sélectionnée en 17e position. Et donc forcément, le numéro 1 national, il est supposé d'être forcément avantagé vis-à-vis de cela. Euh, voilà, j'espère que c'est assez clair. Je voulais parler de ces deux petites news parce que voilà, on se rapproche vraiment du climax de la saison. Euh, En termes de pure news dans ce qui se passe dans les conférences et compagnie, alors il se passe beaucoup de choses, hein, je vais pas vous mentir, mais je pense pas que ça fasse sens de vraiment s'arrêter et développer comme on a fait à chaque fois, dans le sens où pour le coup, euh, ça va encore bouger. Et je préfère en fait me consacrer à faire une vraie photo à la fin de la saison régulière et avant les tournois de conférence, pour que là on ait vraiment une image. Puisque là on sera très proche de pouvoir déjà déterminer pour pas mal de conférences le potentiel nombre de sélectionnés par conférence, quelles équipes semblent déjà éliminées à moins qu'elles gagnent le tournoi de leur conférence, etc., etc. Par contre, la dernière chose dont je voulais parler, forcément nous notre focus c'est toujours un peu le focus joueur. Et du coup, je sais que dès un baseball, ils sortent souvent des top 50, par exemple, des meilleurs receveurs, des meilleurs outfielders, etc., etc. Et je voulais me focaliser pour finir ce podcast, cet épisode, un peu sur ce qu'on a en termes de catcher, puisque on le sait tous, c'est une position premium, et forcément, alors il n'y a pas que des joueurs éligibles à la draft qui sont dans le top 50 des catchers, mais il y en a aussi. Et forcément, on va se focaliser un peu là-dessus, puisque en tant que position premium, un catcher qui fait des émules au niveau baseball universitaire a de grandes chances d'avoir son nom appelé assez rapidement dans la draft. Donc voilà, je pensais que ça pouvait être intéressant de vous sortir quelques noms qui vont faire sens d'autant plus, avec certains joueurs qui vont être peut-être des surprises pour certains, ou des noms pour la première fois entendus, d'autres dont j'avais déjà parlé et qui vont être à suivre, surtout vis-à-vis de la draft à venir. Et il y a un joueur dont j'ai même partagé la story récemment, dont on va parler très rapidement. Ce qui peut marquer, bon, qui fait sens encore une fois en baseball notamment universitaire, on n'est pas encore complètement attaché à une seule position, mais ce qui peut vraiment marquer, c'est que les catchers dont je vais parler, en tout cas pour certains, jusqu'à leur saison actuelle ou la saison sophomore, ils étaient baladés à différentes positions, et souvent avec succès en plus. Euh, la versatilité, l'aspect athlétique, physique, l'aspect cérébral, puisqu'en tant que receveur, il y a cet aspect aussi cérébral très important, vous êtes une sorte de général sur le terrain. Scanner le terrain est très important, être capable d'anticiper sur ce qui peut se passer, la communication avec vos pitchers bien entendu pour former des grosses batteries. Bon là je donne des choses assez obvious hein, bien sûr, mais je réénumère tout ce dont il faut, tous les outils qu'il faut avoir en tant que catcher. Et le fait que ces joueurs soient assez versatiles pour non seulement être bons en tant que catcher, mais que leur coach leur fasse confiance à différentes positions avec une certaine même efficacité, que ce soit dans l'outfield, que ce soit dans l'infield. Bref, ce sont des joueurs vraiment, 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 vraiment très très forts. Et on va commencer par celui dont j'ai partagé la story. Ça va être le plus simple parce que c'est celui qui fournit le plus de hype en ce moment
en ce moment, pardon, même si c'est pas le joueur le plus performant, attention, à cette position-là, si on regarde sur la saison pure, c'est Van Lacky. Pur produit de Géorgie, hein, puisque il a été, il est né déjà à Suwannee en Géorgie. Il a été dans le high school de sa ville. Il a ensuite commit hein, pour Georgia Tech. Il est actuellement à Georgia Tech. Et à Georgia Tech, au final, il a eu une progression, on va dire, constante et plutôt logique. Mais cette saison, il crève l'écran. En tout cas, il a crevé l'écran pendant une majeure partie de la saison pour plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un joueur qui, comment je peux dire ça, il ne passe pas inaperçu. Il a un aspect très expressif. Au-delà de ça, très rapidement, on va se rendre compte qu'on a un joueur qui athlétiquement est impressionnant, qui fait montre aussi d'une belle force de caractère à cette position. C'est peut-être pas le joueur à la base dont on va penser le plus quand on pense à un catcher à Georgia Tech, mais il va finir par s'installer à cette position déjà de très fort belle manière, sans pour autant délaisser, hein, parce que son coach ou ses coachs aiment bien quand même le poser un peu à droite à gauche. La saison pour moi qui a vraiment posé les bases de ce qu'on voit maintenant, c'est donc sa saison dernière, la saison sophomore. L'année dernière, en tant que sophomore, il a donc joué sur 60 matchs, 50 matchs en tant que receveur, catcher, et 10 matchs en tant que troisième base. Il a eu une moyenne à la batte de .347, un OBP de .421, un slugging percentage de .500. Il a réussi 14 doubles, un triple, il avait 6 home runs, 42 points produits, 45 points scorés. Je pense que c'était le leader de son équipe en termes de bases, hein, avec 60 de base hits, pardon, de coups sûrs, quoi, avec 77 coups sûrs. En termes aussi de base volée, c'était le meilleur joueur de première division le meilleur receveur de première division en termes de base volée. 18 bases volées en 21 tentatives. Il a réussi aussi à être le joueur qui était tout en haut dans son équipe, hein. Quand on parle de joueurs ayant plusieurs coups sûrs par match, hein, il a réussi 27 matchs à plusieurs coups sûrs. Donc tout ça a fait de lui vraiment un joueur sur qui les lumières ont commencé à se braquer. Mais le truc, c'est qu'il était il était donc dans la même équipe que Drew Burress. Et Drew Burress, cette année, c'est vrai que c'est moins impressionnant parce qu'il a une équipe déjà de fous furieux. On a l'impression qu'il épure aussi son jeu. Il fait peut-être moins de choses que ce qu'on voyait auparavant. Mais auparavant, Drew Burress portait clairement l'attaque. C'était la figure de proue des son année freshman de l'attaque de Georgia Tech. Et forcément, ce qui saute aux yeux souvent, c'est l'attaque. Donc on ne parlait pas forcément de Van Lacky, même si offensivement il avait déjà des bons chiffres. Défensivement, il était déjà aussi très très bon, tout simplement. Donc c'est là où vraiment, hein, on va se rendre compte, qu'on a une star émergente. Mais là, cette année, on est passé à l'échelon supérieur. Cette année, à l'heure où je parle, il a joué pour l'instant 47 matchs. Sur ces 47 matchs, il a 12 home runs, 54 points produits. Il a moins de bases volées par contre, 9 bases volées, mais sur 10 tentatives, hein, il a moins tenté cette saison. Il a aussi réussi à avoir un ratio but sur balle, strikeout légèrement supérieur, c'est-à-dire qu'il provoque 39 buts sur balle jusqu'à présent pour 30 strikeouts. C'est pas si mal, hein. Il a une moyenne à la batte de .371, un OBP de .491, un slugging percentage de .682 et un OPS de 1.173. Il a été aussi hit by pitch 4 fois, donc il arrive à, entre guillemets, c'est pas, on veut pas se faire frapper par la balle, mais il fait concéder, non seulement des buts sur balle, mais des hit by pitch, donc des free passes, tout simplement. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Et en sachant qu'il continue à progresser en tant que catcher, donc clairement, vous allez entendre beaucoup parler de lui de la part des scouts. Pour moi, c'est l'un des joueurs dont on va entendre le plus parler quand on parle de receveur. Mais il n'est pas tout en haut actuellement, si on regarde les stats pures et purement offensives, il n'est pas tout en haut sur certaines catégories statistiques,
puisque le catcher ayant le meilleur OPS si je me rappelle bien, c'est Blake Primrose. Blake Primrose, il est à St. Joseph's et son OPS actuel est de 1.353. Pour l'instant, j'ai pas envie de parler de lui plus que ça parce que c'est pas un joueur que j'ai beaucoup suivi d'une part, mais c'est pas aussi un joueur dont on entend le nom. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas encore éligible? Voilà, je ne connais même pas son âge, hein. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'est pas encore éligible ou est-ce que c'est pour d'autres considérations? Ça, c'est quand je vais un peu plus me focaliser sur la draft que je vais vous en reparler s'il le faut. Par contre, d'autres joueurs dont il va falloir parler, hein, forcément, c'est celui qui est actuellement dans le top 50 de dernier baseball est tout en haut, donc devant Van Lackey. Van Lackey est deuxième, hein. C'est Daniel Jackson. Daniel Jackson, pour le coup, c'est une vraie surprise. Sa saison est une vraie bonne surprise, hein. Daniel Jackson, il fait partie de cette politique de Georgia de ne pas hésiter à recruter. Ils ont commencé ça il y a 2-3 saisons avec c'est Wes Johnson de mémoire, le coach. Ils ont commencé à ne plus se prendre la tête avec ce qu'on appelle les intangibles du baseball universitaire, avec cette idée d'avoir une proportion intéressante de joueurs qui sont là depuis leur commit en tant que lycéens jusqu'à la fin de leur carrière universitaire. Ils ont fait une refonte, ils n'ont pas hésité à aller chercher beaucoup de joueurs en mid-majors ou dans d'autres facs en fonction de leur temps de jeu ou autre pour se construire des effectifs de qualité et qui durent. Et Daniel Jackson est arrivé un peu dans cette optique, puisque Daniel Jackson, je le rappelle, était donc à Wofford. À Wofford, en tant que freshman, il fait une très très belle saison freshman, hein. C'est un joueur qui va réussir à frapper notamment 12 home runs, produire 69 points. Voilà, c'est un joueur qui déjà nous montre des choses très importantes dans une mid-major du côté de la SoCon. Il va ensuite transférer donc du côté de Georgia. À Georgia, là c'est un peu pareil. Un peu pareil que par exemple Van Lackey ou d'autres, hein. Il va jouer dans beaucoup de positions différentes en tant que donc sophomore à son arrivée à Georgia. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà aussi des catcheurs établis à Georgia. Donc voilà, il s'est trouvé sa petite place en se baladant un peu de part et d'autre. L'année dernière, on va le voir donc faire des apparitions dans 45 matchs. Il va starter 36 de ces 45 matchs, donc on va pas hésiter à le faire rentrer si possible. Et il va jouer, la marque va être à peu près équilibrée entre DH, right fielder et catcher. Il aura fait 12 matchs en tant que catcher, 10 en tant que right fielder et 8 en tant que DH. Après, il a fait un tout petit peu de left field, je pense 4 matchs et 2 matchs de première base. Il a donc contribué, hein, à la bonne forme de cette équipe, même si, en tout cas personnellement, j'ai trouvé que son arrivée en SEC a été beaucoup plus discrète, ce qui est normal, hein. Il passait d'une conférence mid-major à la meilleure conférence du pays, dans une position aussi exposée. Mais il a fait montre des choses qu'il avait déjà montré à Wofford, c'est-à-dire cette puissance à la batte notamment. L'année dernière, c'était 14 home runs, 36 points produits, si je dis pas de bêtises. Par contre, en termes de stats, par exemple moyenne à la batte et tout ça, c'était un peu plus délicat. Je retrouve ces stats parce que je m'emmêle les pinceaux avec toutes les stats de tout le monde. Voilà, c'était .240 de moyenne à la batte, mais il y avait quand même un swing percentage de .612 déjà, donc un OPS pas loin des 1, ce qui n'est pas négligeable, bien au contraire. Et là, cette saison, c'est le meilleur catcheur offensif en termes de production de toto. Il est actuellement en 49 matchs à 23 home runs. 23 home runs, c'est un des meilleurs frappeurs de home run au global, hein, pas juste en position de catcher, mais au global. À l'heure où on parle, 67 points produits, 23 bases volées sur 24 tentatives. C'est quoi? C'est .788 notamment de swing percentage et un OPS de 1.253. Peut-être la chose qui fait que on va privilégier entre guillemets à Van Lackey, c'est peut-être la discipline pure à la batte, ou en tout cas ce ratio but sur balle strikeout, parce qu'il a concédé 46 strikeouts et il n'a réussi à provoquer entre guillemets que 29 buts sur balle. Donc voilà, c'est quand même mieux que la saison dernière. La saison dernière, c'était 19 buts sur balle qu'il avait réussi à provoquer pour 44 strikeouts concédés. C'est peut-être là-dessus, hein, qu'on va un peu plus se formaliser, hein, si on est un scout ou autre, quand on va comparer un peu les deux. Et sur l'approche défensive, ce sont des choses sur lesquelles aussi on va devoir regarder. Mais
Quoi qu'il en soit, Daniel Jackson, retenez son nom, il est junior, donc il est éligible pour la draft. Et actuellement, selon DNA Baseball, c'est le meilleur joueur, enfin le meilleur receveur de la nation. Voilà, à date, on va dire. Il y a ensuite un autre joueur, bon là il est un peu plus connu, j'en avais parlé, c'est Ryder Elfrick. Ryder Elfrick, voilà, c'est un... alors c'est pas un vétéran parce qu'il est junior, mais je veux dire c'est un vétéran dans l'âme du côté d'Arkansas parce qu'il a très tôt réussi à avoir une position, une influence intéressante du côté de la fac coachée par Devon Horn. En termes de stats, c'est aussi fort, hein, c'est 15 home runs, 44 points produits, un bon ratio but sur balle strikeout, un ratio positif, hein, 47-39 en but sur balle strikeout, 7 bases volées. Si on regarde un peu, notamment son OPS, c'est 1.047 d'OPS. Donc il est tout là-haut avec les deux joueurs que je viens de citer auparavant. Il est aussi en SEC. Donc on a 3 catcheurs SEC, enfin 2 catcheurs SEC et un catcheur ACC aux 3 premières positions. Si on va un peu plus loin, Carson Tinney, c'est aussi un joueur à retenir. Du côté de Texas, c'est un joueur qui lui aussi est dans les 1 point quelque chose en OPS, hein, 1.146. C'est notamment 16 home runs, 40 points produits. Alors lui, par contre, il s'est fait beaucoup plus strikeout que la plupart des autres. Il a déjà une cinquantaine de strikeouts, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est encore un joueur qui a fait montre de très belles choses. Je suis obligé de parler de Chase Frelick. Chase Frelick aussi, du côté d'Auburn, c'est là aussi une très belle production offensive pour un receveur. 1.097 d'OPS. De toute façon, dans ce classement, vous allez souvent voir des 1 point quelque chose d'OPS. Hein. C'est-à-dire des joueurs qui, offensivement en tant que receveur, font plus que le taf. Si on veut finir avec le top 10, on a Jimmy Janicki de Troy qui fait une très très forte saison. 16 home runs notamment, si je dis pas de bêtises, 68 points produits, un OPS de 1.147. Voilà, un joueur à suivre. Un joueur qui, en plus, si je dis pas de bêtises, il a plutôt pas été trop strikeout. Il a été strikeout 29 fois. Donc voilà, ça peut être des choses aussi à regarder. Jack Nathalie du côté Cincinnati fait aussi une très belle saison. 1.052 d'OPS notamment. Mais je trouve que là, on est déjà en train de descendre un tout petit peu en gamme par rapport aux 3-4 premiers que j'ai cités auparavant. Là, on est déjà un peu en dessous. Pour finir, on a Gavin Kelly et Blake Primrose, voire même Ryan Tayman de Cal Poly, qui font des très belles saisons. Blake Primrose, j'en ai parlé, de Saint Joseph, c'est 1.353 d'OPS, c'est le plus gros OPS hein, dans ce top 10 largement. Il est déjà aussi au 20 home run hein, de mémoire. Peut-être pas 20 actuellement, peut-être un peu moins. Je calcule, ouais, il est à 20. Il est à 20. Autant pour moi. 20 home run, donc j'avais raison. 62 points produits notamment. Voilà. Un joueur qui a des chiffres de jeux vidéo actuellement. Il est dans une fac beaucoup plus modeste, dans une conférence beaucoup plus modeste, mais c'est quand même à noter. Donc voilà, ce sont des joueurs dont on va certainement entendre parler, surtout pour ceux qui sont éligibles pour la draft à venir. Mais voilà, je voulais donner quelques noms, notamment Van Lackey, Daniel Jackson, Ryder Elfrick, qui sont des joueurs qui, pour le coup, devraient être appelés quand même plutôt assez tôt dans la draft. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être appelés au premier tour, forcément, mais des joueurs, il ne faudra pas être étonné de les voir être appelés, par exemple, dans les 2-3 premiers tours de la prochaine draft à venir. Donc voilou, je trouvais que c'était intéressant de revenir un peu sur les joueurs, de se refocaliser un peu sur les joueurs, notamment peut-être des joueurs qui sont un peu moins connus pour certains en fonction des positions, parce qu'il y a des joueurs que je vais tout le temps, dont je vais tout le temps parler, Rock Chalosky, Drew Burress, pour ne citer que, qui sont des joueurs dont on entend parler chaque semaine, qui sont depuis leur époque freshman suivis par les scouts et très vite érigés comme tête de gondole de la draft 2026. Hein. Depuis 2024, ils sont tout en haut de la draft 2026. Mais ça fait du bien aussi de parler d'autres joueurs dont on parle peut-être un peu moins de base, mais qui sont en train de se positionner pour cette draft à venir. Voilou. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce ne sera pas un épisode super long, mais on sera un peu plus proche en tout cas de nos standards. On aura au moins dépassé la quarantaine de minutes, pas loin des 50 minutes. Bref, je suis pas là non plus pour faire des épisodes juste pour compter le temps que je passe à parler, mais c'était juste pour dire que contrairement à l'épisode précédent qui s'est arrêté de manière abrupte, on a réussi à faire un épisode de manière normale. Merci mille fois comme d'habitude pour les partages, les likes, les interactions, les conversations, les petites conversations. Ça fait énormément plaisir. Restez connectés, hein, puisque comme j'ai dit, on va recontinuer le top 100. C'est vrai que la semaine dernière, du coup, ça a été un top 100 vraiment... la fin des positions 70, ça a été voilà, là où jusqu'où j'ai pu aller, mais j'ai pas pu aller plus loin. On va voir si je peux faire mieux la semaine prochaine.
On va voir également aussi comment je vais m'organiser sur cette sur cette deuxième partie du mois de mai notamment, puisque forcément l'actualité va prendre le pas, puisqu'on va vraiment s'approcher des moments couperés. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de l'aspect softball, hein. S'il y a vraiment des gens intéressés par le softball, en savoir plus, on pourrait avoir des épisodes un peu plus consacrés au softball, surtout quand la AUSL va commencer peut-être, ou qu'en tout cas je suis en train de réfléchir, mais la AUSL, ça doit être de juin à août, ou un truc comme ça. Donc peut-être sur la partie juillet-août, où là on n'aura plus de college baseball, la draft sera dans l'actualité, mais ça sera un épisode spécial pour la draft. Voilà, si on a un peu plus de temps, on pourrait se focaliser sur les USL par exemple, ou juste parler un peu plus de softball en général. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, ciao. Pretty well hit to center field. And he is off and